Eh bien, on va en commencer. Bonjour à tous déjà, merci d'être venus à notre petite presse sur OpenStack et Kubernetes. Voilà, j'ai décidé de faire différent que ce qui a marqué, comme ça les gens comprennent bien. Euh, on va voir aujourd'hui comment on va pouvoir simplifier la gestion d'un cluster OpenStack avec une nouvelle solution qui s'appelle OpenStack à vitesse opérator. On verra ce que c'est, etc. C'est un peu le but. Euh, alors rapidement, on peut se présenter aussi en tant que Vortex, puisqu'on fait tous partie de la société Vortex, moi et Alex ici. Et du coup, Vortex, c'est que c'est une société d'expertise et d'édition et d'hébergement open source. Vraiment, on a vraiment dans notre cœur le logiciel libre et le logiciel libre d'infrastructure. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de porter, de donner notre expertise à nos clients à travers tout un tas d'offres qu'on verra plus tard. On est partenaire de tous ces gens qu'on voit en dessous, donc Red Hat pour faire des prestations, Bluemind pour la messagerie, Collabora, LeanOffice, tout ça. Et on est membre fondateur du collectif Open Source Expert qu'on expliquera un petit peu vers la fin. Oh non, je vais le faire, t'inquiète. Donc ça, c'est à peu près l'éventail complet de nos offres. Donc vous avez Wopla, WSuite, Wise, WAS et WIDAS. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont tout un tas de solutions pour pouvoir fournir notre expertise à nos clients. Par exemple, Wise, c'est vraiment du support et des journées d'expertise packagées. Après, on a une suite collaborative basée que sur des outils libres qui s'appelle WSuite. On a aussi une solution de déploiement d'infrastructures complexes, notamment de solutions comme de l'OpenStack et du Cube qui s'appelle Wopla. On peut donner un peu aussi, on a une nouvelle solution d'hébergement qui est vraiment souveraine, fait sur 3DC, qu'on a vraiment avec des matériels en propre qu'on a mis en place avec une fibre noire entre les 3DC, qui s'appelle WAS. Et aussi une solution d'identité as a service, donc tout ce qui est SSO et annuaire que vous pouvez venir découvrir sur notre stand si jamais le cœur vous en dit. Voilà, donc c'était vraiment juste pour prendre 2 secondes, vraiment vous expliquer qui on était. Maintenant qu'on a dit ça, ce qui était intéressant pour nous, c'est de vous expliquer la démarche de ce qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui. En fait, déjà l'année dernière, on a fait une présentation sur les méthodes de déploiement d'OpenStack. C'était aussi avec Alexandre. On avait fait vraiment un tour d'horizon et dans lequel on avait dit que à ce moment-là, les méthodes de déploiement qui étaient utilisées dans la communauté étaient très basées sur Cola Ansible pour ceux qui se rappellent et qui étaient là, et qui est une très bonne méthode de déploiement. On l'utilise aussi pour nos clients. Mais que les éditeurs passaient de plus en plus à du plan de contrôle orchestré, c'est-à-dire les services OpenStack qui sont gérés au sein d'un cluster Kubernetes. Suite à ça, on a voulu faire un zoom cette année sur une des solutions en particulier que nous on a testé, moi d'ailleurs directement chez un client à travers l'éditeur de la solution qui est Red Hat, et que Alexandre a mis en place en communautaire chez nous pour le test sur en lab, même pour être plus précis, sur nos infras. Et du coup, c'était un peu pour donner notre conclusion, notre avis sur l'usage de cette solution actuelle pour déployer des clusters. Est-ce que c'est utile ou pas? Est-ce qu'il faut attendre encore ou pas? Voilà, c'est tout ça. Voilà, je te laisse la main. Ouais. Donc en premier, on va voir un petit peu pourquoi utiliser Cube pour mettre le plan de contrôle OpenStack. Le but est de simplifier au maximum le déploiement, mais aussi surtout la gestion du cluster. Tous ceux qui ont déjà fait de l'OpenStack savent que gérer le cluster RabbitMQ, c'est une galère, ça passe son temps à tomber, enfin ou pseudo-tomber et être à moitié en panne. Donc là, l'avantage d'avoir un plan de contrôle qui va gérer tous ces services-là, enfin tout au moins les pods, c'est d'avoir une grosse tolérance à la panne. Je veux dire, si un RabbitMQ tombe, automatiquement il va être redeploy quelque part et il va re-rentrer dans le cluster. Hot dispo, de la même façon, on va avoir un certain nombre de réplicas de pod, une scalabilité, on va pouvoir justement au niveau de la charge avoir de l'autoscaling horizontal au niveau de nos pods d'infrastructure dans le sens RabbitMQ, le MariaDB ou ce genre de choses, ou même les services OpenStack à proprement parler, Nova qui commence à avoir un peu de mal parce qu'il y a beaucoup de compute derrière, on pourrait rendre ça plus facilement scalable sans devoir rajouter des nouveaux nœuds d'infra.
Une mise à jour qui est sans impact, c'est ce que promet normalement le plan de contrôle, c'est-à-dire que c'est du rolling update, on déploie le nouveau service, on coupe le nouveau service quand l'ancien service quand le nouveau est arrivé, ce qui permet d'éviter normalement tout arrêt du service. Bon, là dans le cas d'un plan de contrôle OpenStack, c'est pas si magique que ça non plus quand même. Donc qu'est-ce que va nous amener Kubernetes? Donc ça boucle de réconciliation, hein, qui est le principe même d'un orchestrateur de conteneurs, qui va permettre de choisir tout seul où aller placer le pod, où est-ce qu'il nous reste de la place, quel nœud n'est pas trop surchargé, de vérifier est-ce qu'il est en vie continuellement, de relancer les pods quand ils sont crash. Le déploiement, la boucle de contrôle permet aussi de déployer de façon automatique en faisant des triggers ou tout au moins en regardant les événements qui vont se passer sur le cluster et des mises à jour avec des stratégies de mise à jour. Donc ça, c'est ce que nous amène Kubernetes en tant que solution d'orchestration de conteneurs, tout simplement. Bon, je peux le faire. Donc ça, c'était pour un petit peu reparler des solutions que les éditeurs avaient utilisées pour mettre en place justement OpenStack avec un plan de contrôle orchestré, ce que je disais au début. L'année dernière, on était rentré dans le détail. Là, juste pour dire que voilà, Mirantis et Canonical, qui sont deux éditeurs majeurs de solutions OpenStack à mettre en place dans l'entreprise, avaient fait ce choix-là, en tout cas, de mettre en place un plan de contrôle orchestré pour les services d'OpenStack. Et donc là, ils avaient utilisé notamment ce qu'ils appellent la solution MOSQ chez Mirantis je crois que c'est Mirantis OpenStack for Kubernetes, et Canonical est basé sur un truc qui s'appelait MicroStack. Et chacun utilisait leur solution, des Helm-charts chez Mirantis, pour ceux qui savent ce que c'est, et chez Canonical, une solution à eux qui s'appelle Sunbeam, que je connais pas trop non plus, que je pourrais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, chacun y allait de sa solution pour faire du plan de contrôle orchestré d'OpenStack. Et Red Hat a suivi un petit peu cette tendance, un peu après les autres, aussi parce que je pense que la solution de déploiement qui était avant, qui était Triplo, fonctionnait très bien. Mais là, pour le coup, ils ont décidé vraiment de tout repartir. Surtout qu'eux, ils avaient déjà une solution d'orchestration de conteneurs Kubernetes qui s'appelait OpenShift. Ils ont dit, bah, on voudrait faire pareil, on voudrait mettre le plan de contrôle d'OpenStack dans OpenShift. Et c'est là qu'est arrivé Rozo, donc Red Hat OpenStack Services on OpenShift. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est bien intégré directement à OpenShift, hein, cette solution. Il y a vraiment une bonne intégration avec Cube, en utilisant tous les outils, notamment même, là si on va même jusqu'à OpenShift, une intégration dans la console à eux exactement. Mais ça demande vraiment un changement de modèle complet, donc ça a été un peu difficile pour les clients, parce qu'ils passaient d'une méthode de déploiement de Triplo vers ce qu'on appelle les opérateurs. Et on verra ce que c'est les opérateurs après. Donc du coup, la solution upstream de ça, c'est OpenStack K8s Operators, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, une solution communautaire. Donc la solution Rozo, comme tous les produits OpenStack, sont basés sur la version communautaire, la version upstream du produit. Donc elle s'appelle OpenStack K8s Operator. C'est centré sur les opérateurs Kubernetes. Donc ça va être un ensemble d'opérateurs qui vont gérer le cycle de vie de chaque service OpenStack. Donc ils vont gérer le déploiement, la sauvegarde, la mise à jour, les métriques d'utilisation, tout au moins au maximum des capacités des opérateurs. Ce n'est pas forcément le cas pour tous les opérateurs de ce service, mais le but du jeu est d'arriver à ça. Une bonne intégration OpenShift avec la gestion des opérateurs via l'OLM, on verra ça après rapidement. Donc à travers OpenStack K8s Operator, le déploiement, la configuration et la mise à jour d'OpenStack devient simplifié. On fera une démo, vous verrez que c'est un YAML qu'on envoie et tout se déploie tout seul. Ouais, je vais essayer d'aller vite parce qu'on voudrait arriver jusqu'à la démo. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet outil il a des dépendances et donc du coup il a besoin pour fonctionner dans un cube trois choses. Il a besoin de MetalLB qui va fournir les VIP, donc c'est le premier logo ici, qui va fournir les VIP pour les services d'OpenStack en interne et qui sont différents de ceux qui sont exposés à travers l'API publique. Il y a besoin de NMState, NMState qui est un opérateur qui permet de
contrôler et de configurer les interfaces sur Kubernetes. Et donc comme on a beaucoup d'interfaces sur OpenStack, du coup on a besoin de ce truc-là, pouvoir gérer les interfaces, les sous-interfaces VLAN, etc. C'est à ça que sert un namestate. Et de Cert Manager qui, sans doute, si vous utilisez Kube, vous le connaissez, qui permet de générer des certificats à la demande sur certains endpoints. Et là, du coup, comme on a beaucoup d'endpoints dans OpenStack, et pour ceux qui sont internes surtout, c'est bien d'avoir un outil automatique de le faire. Donc du coup, je sais pas si vous voulez reprendre. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on déploie un OpenStack K8s Operator? Tout se base sur le principe de catalogue. Donc le principe de catalogue dans OpenShift, je le fais très rapidement, mais c'est un ensemble de conteneurs qui vont être des opérateurs, qui sont référencés avec une version bien précise. Donc on va récupérer un nouveau catalogue qui va nous proposer tous ces opérateurs-là et un certain nombre de CRD pour avoir justement la nouvelle ressource de type OpenStack Control Plane, mais aussi la ressource de type Nova, de type Cinder, etc. Peu importe quel est le service sous-jacent. Donc ça fonctionne comment? Il y a un opérateur qui s'appelle le Meta-opérateur ou l'OpenStack Manager, je crois, de souvenir, on va le déployer en premier et lui va ensuite aller instancier l'ensemble des opérateurs dont il a besoin pour déployer le cluster qu'on va lui demander. Par rapport à certaines spécificités, on peut très bien avoir envie ou pas d'avoir Horizon, on s'en fout d'avoir la console, on peut avoir des innate ou pas, etc. Les services qu'on va choisir vont être déployés via ce méta-opérateur, l'opérateur principal. On reviendra après rapidement dessus. Pour expliquer un petit peu ce que c'est qu'un opérateur, et donc du coup, parce qu'on en parle depuis jusqu'à maintenant, on dit il y a plein d'opérateurs, cet outil, il déploie plein d'opérateurs sur le cube, mais qu'est-ce que c'est? Et du coup, ça nous permet tout simplement de déployer des services, en tout cas de déployer des applications, mais avec cette notion d'état, c'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, nous, on aimerait par exemple déployer un OpenStack de telle façon. Et donc lui, il va ensuite gérer avec l'API Kubernetes, créer les ressources qu'il faut pour pouvoir créer ce dont on lui a décrit, et avec une boucle de réconciliation pour vérifier que c'est bien toujours le cas, ce qui est déployé, c'est bien toujours ce qu'on lui avait demandé, et il va du coup faire de la rémédiation quand il y en a besoin. Donc c'est un peu la force des opérateurs, c'est de pouvoir toujours remédier et d'arriver toujours à l'état voulu, en tout cas, voilà. Et donc si on veut par exemple passer d'une version à une autre, etc., l'opérateur permet vraiment de faire toutes les actions pour y arriver. Et donc du coup, dans OpenStack K8s Operator, on a dit c'est plein d'opérateurs. Donc voilà, il y a ceux qui sont les opérateurs d'infrastructure, qui vont gérer la base, qui vont gérer les fils de messages. Donc c'est RabbitMQ, on en a parlé tout à l'heure. Les serveurs de cache, donc Memcache, etc. Ensuite, on a les opérateurs qui vont gérer les services OpenStack en eux-mêmes, c'est-à-dire tous les services qu'on a vus, donc Keystone, Glance, Nova, Neutron, Cinder, pour ceux qui connaissent OpenStack, ça vous dit quelque chose. Et il y a aussi, c'est aussi ces opérateurs qui vont pouvoir gérer la configuration des machines de calcul à travers des jobs Ansible qui sont lancés sur OpenShift, qui vont du coup se connecter sur des machines de calcul externes et les adopter, en gros, les intégrer au cluster OpenStack. Et à quoi ça ressemble? Du coup, ça peut ressembler à ça. Donc quelque part, ici, à gauche, vous avez une console dans laquelle vous voyez la ressource OpenStack Control Plane, dans laquelle on a des choses qui sont activées et les différents services qu'on peut activer ou pas, qu'on va vouloir déployer sur notre OpenStack. Donc ça ressemble comme ça en clic-clic. Et donc du coup, si on regarde un petit peu, ça nous crée... Et en fait, en réalité, nous, c'est plutôt ça qu'on va faire, qu'on va vouloir déployer. Ça nous crée cette spec dans lequel on va vous dire, on veut un ironique. Cet ironique, il va taper sur l'instance RabbitMQ qui s'appelle RabbitMQ. Il a besoin d'un secret qu'on va trouver là. Il a besoin d'une base de données qui sera sur l'instance base de données qui s'appelle OpenStack. Enfin, on lui donne toutes les informations pour qu'il puisse se connecter. Pareil pour tous les outils qui sont dans Ironic. Et on a Galera qu'on a activé au-dessus. Donc automatiquement, il va mettre en place une stack MariaDB avec Galera, juste en lui disant, voilà, on veut du MariaDB avec Galera. Et donc il s'occupe d'arriver à l'état voulu. Ça ressemble à ça d'un point de vue du schéma. Est-ce que tu veux le commenter? Donc en gros voilà, on a la partie control plane Kubernetes qui est en haut avec le TCD, avec potentiellement un OKD. On est obligé d'avoir un OKD pour déployer OpenStack K8s Operator. À droite, c'est le logo qui va être l'opérateur. Sur les workers de ce cluster Kubernetes, on va avoir l'ensemble de nos services qui vont tourner. Et ensuite, on va avoir le data plane qui est ailleurs sur du bar metal classiquement, mais qui vont être contrôlés via MetalCube et puis Ansible depuis le control plane OpenStack qui est dans les workers K8s.
Oui, alors ça c'est vraiment juste pour expliquer comment, ce que je disais un peu tout à l'heure, pour pouvoir adopter des nœuds des nœuds de calcul sur le control plane. Donc en gros, on crée des ressources de type OpenStack DataPlane Node Set, dans lequel on va mettre simplement une liste de machines qu'on va vouloir rajouter. Dans ce Node Set, on va mettre aussi une liste de services qu'on va vouloir configurer dessus. Bah, Nova, Keystone, enfin bref, tout ce qu'on veut. Ici dans les computes, ça va être surtout Nova Compute, et puis peut-être une config différente en fonction de si jamais c'est du lover commit ou pas qu'on veut mettre en place. Et derrière, on crée un service, enfin une ressource de type OpenStack Data Deployment qui prend en référence du coup notre dataplane node set et qui va du coup créer les jobs Ansible qui sont en fait des instances des services qui sont dans le node set, surtout les listes de nœuds qu'on aura mis dans ce node set là. Et du coup, une fois que les jobs Ansible sont passés, bah, les machines sont dans l'OpenStack. Et voilà, en pratique, on va essayer de vous montrer ça rapidement parce que ça on a pris beaucoup plus de temps que prévu. Ouais, tu as activé le. Normalement, Ok, ok. Ouais, mais regarde. juste avant ça marchait Internet et là ça marche plus. Si, c'est bon. C'est bon. Alors, donc rapidement, en fait, j'ai un manifeste qui va définir l'ensemble des services que je veux déployer. Alors on va pas le détailler là, on n'a vraiment pas le temps, hein, mais hop. Donc on a un manifeste assez classique comme on a quand on fait du K8S qui vont donc comme on a dit juste avant définir ce qu'on veut déployer. Si on regarde normalement on n'a rien dans mon namespace OpenStack OSXP, bon, c'est juste j'ai créé un namespace pour le test. On va lui demander de créer notre instance OpenStack. Bon là il me dit que ma conf est pourrie parce que j'ai mis 2 nœuds sur Galera. Effectivement c'est peut-être pas très intelligent, mais bon. Bon, c'est qu'un warning. ça va quand même normalement se déployer. Alors, j'aurais bien utilisé la console pour vous montrer parce que ça aurait été plus sympa, mais elle a pas l'air d'être très d'accord avec moi. Bon, on fait ce qu'on peut avec l'internet qu'on a, hein. Alors c'est pas grave, on va passer par ici. Vas-y, je te laisse commenter ce que c'est. Donc, on liste les pods et là on voit qu'on a déjà des pods qui sont déjà créés. Donc, le plus important d'abord c'était les pods d'infrastructure. Ce qu'on voit c'est qu'on a les Galera. Donc, on voit qu'on en a que 2 parce qu'il a choisi d'en avoir que 2, ce qui est un peu bizarre pendant le Galera, mais bon, c'est là. Donc, le Galera 0 et le Galera 1. On a le même cache qui est arrivé, le RabbitMQ qui est arrivé. Enfin, vraiment tout ce qui est les pods d'infrastructure sont là. Et petit à petit, on va avoir des services OpenStack qui vont se lancer les uns après les autres. Et donc là, on a Glance, on a Keystone. Barbican vient d'arriver, Cinder. Je vois pas Neutron. Voilà, il y a un Neutron qui arrive. Plutôt la création de la base de données. Enfin, tout ça va arriver, va se mettre en place tout seul. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'habitude, lorsqu'on fait ça avant les méthodes de déploiement sur Cube, bah, on lançait des jobs Ansible sur plein de machines et de mettre en place ces choses-là sur un plan de contrôle, ça pouvait prendre parfois peut-être 20, 30, 40 minutes, ça dépend. Mais là, là, ça fait même pas 2 minutes qu'on l'a lancé, on a déjà la moitié du plan de contrôle qui est là. Et Et donc, et le but, c'est final qu'on aimerait bien, c'est d'avoir un horizon qui est vraiment la console OpenStack qui se déploie et que du coup, on puisse vous montrer que l'interface web arrive. Bon, ça prend un peu de temps, mais ce qu'on peut voir, ce qui est certain, c'est que par rapport à une méthode classique de déploiement, c'est beaucoup plus rapide et ça permet vraiment dans une fois de pouvoir déployer une stack complète du plan de contrôle assez rapidement, quoi. Et voilà. Et donc on a un plan de contrôle OpenStack qui a été déployé en 2 minutes de temps. Alors là vraiment, je vous dis, si vous arrivez à faire plus rapide, bah, bravo, parce qu'on n'a jamais réussi avant, quoi. C'était à peu près ça. Une petite conclusion sur. Bah, la conclusion que on avait, c'était que on en a quand même, c'était quand même difficile d'arriver à faire fonctionner la partie communautaire sans l'éditeur derrière. Alors avec l'éditeur, ce qu'on utilise Rozo, où on a tout packagé avec les images et les opérateurs de chez Red Hat, ça fonctionne plutôt très bien. Nous, on a eu beaucoup d'embûches. C'était plus compliqué de partir de la partie GitHub et de le faire fonctionner.
On a finalement réussi et on se dit qu'aujourd'hui c'est vachement intéressant si on a envie de faire des labs sur OpenStack, modifier une conf et voir ce qui se passe. Parce que rapidement on peut déployer ou redéployer des nouvelles, des nouveaux control planes avec des confs qui changent ou juste reconfigurer tout simplement une config d'un des éléments. Cependant, on pense que pour la production, c'est possible. Si vous voulez le faire pour la production, pourquoi pas. Mais il faut que vous ayez vraiment un bon bagage en OpenShift, en Cube, en règle générale, et que vous ayez le temps d'étudier la solution, parce que la solution, aujourd'hui, communautaire, a très peu de documentation. Donc c'est un peu complexe. Mais voilà, là on voit tous les endpoints qui sont déjà presque tous disponibles. Alors, bien sûr, là dans notre démo, il y a juste un plan de contrôle. Il n'y a pas de nœud de calcul. On n'en a pas mis parce que c'était un peu compliqué de le mettre en place. Mais assez facilement, on aurait pu créer 3 ressources qui automatiquement allaient déployer des nœuds. Alors, en plus, directement, il y a un pod OpenStack client qui est lancé. Et donc, du coup, quand on va sur ce pod-là, on a directement la ligne de commande qui est là avec les bons secrets. On n'a pas besoin de se authentifier. On fait directement les commandes OpenStack et ça fonctionne. Voilà. Et puis voilà, conclusion. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. C'est OpenShift Client, c'est un espèce de kubectl qui fonctionne que dans le monde OpenShift et OKD. Vas-y David. Oui. Ouais, alors c'est une très bonne question. Alors, donc, au début, on a essayé de le faire dans du cube directement. Donc la question c'était est-ce qu'on est obligé d'être dans de l'OKD et est-ce qu'on peut prendre un cube vanilla pour mettre en place l'upstream de Roseau. Au début, on a essayé de faire ça sur du cube in Docker pour être plus précis, hein, du kind. Bon, c'était un peu compliqué. La réalité, c'est que il y a deux choses. C'est que on a eu quelques erreurs. Sur ces erreurs-là, on pense qu'on aurait pu les passer, mais quand on a été sur le Git de l'upstream, on a eu une issue avec un développeur qui a dit non mais on supporte que OKD. Mais ça veut pas dire que ça marche pas dans le cube. Ça veut dire qu'on aurait pu le passer peut-être différemment. Après, la réalité c'est que ça utilise vachement l'OLM, donc l'Operator Lifecycle Manager. Donc si jamais vous voulez faire dans le cube, il va peut-être utiliser OLM, etc. On peut c'est peut-être pas si trivial que sur de l'OKD. Et derrière, si jamais... bon, après, on pourrait le faire peut-être sans l'OLM, opérateur par opérateur, mais ça a l'air d'être encore plus compliqué. Voilà. Donc, voilà. Donc c'est, voilà. Est-ce qu'il y a... Ça a été prévu pour, mais ils ont fait une modif à un moment donné qui a cassé la compatibilité Cube assez violemment, et là tout de suite, c'est plus là. D'autres questions? Vous avez parlé de Canonical au début. C'est le même Canonical qui est derrière Ubuntu. Oui, oui, tout à fait. Ils fournissent une solution OpenStack éditeur basée sur leur OS Ubuntu et sur leurs outils de déploiement. Et ce qu'on disait, c'était que voilà, tous les éditeurs qui font de l'OpenStack aujourd'hui, ils ont vraiment le plan de contrôle dans Cube. Et donc, et avec cette solution-là de Red Hat en upstream, dont on l'a testé. Mais oui, Canonical fait aussi quelque chose, Mirantis fait aussi quelque chose, et il y en a d'autres. Juste pour la conclusion, parce que je ne sais pas si ça a été clair pour tout le monde, mais en gros, notre avis, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas prod ready, hein, l'OpenStack K8s Operator, hein, qu'on soit tous bien clairs quand même. C'est prod ready, mais dans des conditions très spécifiques, avec un seul plan de contrôle dans un OKD, avec une conf réseau qui est assez violente à faire et à appréhender. Donc il faut maîtriser ce qu'on fait et être sûr qu'on a envie vraiment d'y aller en prod. Ça va devenir prod ready d'ici quelques mois, on espère, mais là tout de suite, on est encore assez loin de la prod ready, et surtout la doc, elle est la doc, c'est le code. Là, le terme doc as code, c'est véridique. On a ouvert les opérateurs pour comprendre ce que ça faisait à des moments donnés, parce que ça partait pas, mais on savait pas pourquoi. Donc on a ouvert du code Go pour essayer de comprendre ce que tu es censé faire ce que faire l'opérateur. Donc ça marche très bien une fois qu'on a compris, mais il faut passer la petite marche quand même, qui est pas si petite. On a eu l'erreur avec le mot de passe. Ah oui, bah par exemple, les mots de passe trop longs, ça passe pas. Enfin, sur certains services, il faut pas des mots de passe trop longs, pas plus que 16 caractères, parce qu'après ça marche pas. Mais il y a nulle part dans la doc qui prévient, hein, c'est pas.
Et voilà, bon après c'est un outil communautaire, hein, comme tout, enfin pour tous ceux qui font du communautaire, vous savez que c'est pas si on suit pas la doc et à la fin ça marche pas toujours très bien, quoi. Faut mettre deux trois coups de clé par-ci par-là. Mais dans l'ensemble c'est assez bluffant pour faire effectivement du lab, pour tester des services OpenStack, c'est super bien. Si on veut juste tester des innate, bam, on clique sur un bouton, on a des innate qui pop et on peut vérifier est-ce que ça répond à notre besoin ou pas. Mais après pour le déploiement prod, Cola Ansible, Calliope sont peut-être aujourd'hui encore les solutions à privilégier pendant quelques mois, années. Mais voilà, voilà. Non, 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 là ça tourne sur un cluster 3 nœuds, et encore parce que je voulais avoir de l'affinité au niveau des pods Galera, mais c'était plus pour le fun. Et même en nœud master, les masters qui pourraient faire du worker en même temps, enfin j'aurais pu retrouver le nom de ce type de cluster, mais ça marche sans problème. Compact. Les clusters compacts ça passerait aussi sans aucun problème sur un cluster 3 nœuds, ça passe. Les préconisations, je crois que c'est 16 CPU et je sais plus 32 Go de RAM pour faire tourner un cluster, enfin un control plane de base classique avec trois instances de chaque. Bon, bah, si pas plus de questions, si vous voulez rediscuter d'autres choses, on est au stand B13, n'hésitez pas à venir nous voir. Juste un petit mot sur Open Source Expert où on est Vortex fait partie des fondateurs de ce groupe et n'hésitez pas à venir les voir, ils sont au stand B15 pour discuter et voilà, merci.